On m'a demandé des nouvelles du moteur de 500 000 km que j'ai rénové et que j'ai monté donc sur ce Kangoo bleu. Vous voyez que nous en sommes à plus de 230 000 km, donc ça fait plus de 20 000 km déjà. Donc tout va bien, consommation d'huile normale. Il y a un seul petit souci, vous entendez peut-être, c'est que le ralenti est irrégulier, mais c'est peut-être dû à des injecteurs. Alors voici un Nissan Cubistar. Alors c'est exactement la même chose que le Renault Kangoo. Et ce véhicule est bien fumé. Donc il n'a pas passé le contrôle technique. Donc j'ai démonté complètement le moteur. Et même chose, même chose que précédemment, si vous avez suivi les dernières vidéos. Je vais refaire la segmentation et les joints de queue de soupape. Voilà, donc j'ai commencé à démonter ce moteur. Alors curieusement, sur ce Nissan Cubistar, eh bien à l'époque il était monté avec une crémaillère de direction qui n'est pas assistée. Donc c'est un petit peu bizarre, hein, mais du coup moi j'en ai trouvé une à la casse et je l'ai remplacée. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il va falloir faire une géométrie, puisque du coup les biellettes de direction au niveau de la longueur, on va pas être dans les clous. Et également, une autre chose à savoir, même si je pense que vous n'allez jamais changer la crémaillère de direction, mais en tout cas, celle-ci est moins haute que l'autre. Donc, d'ailleurs, je pense qu'il y a même une différence si on compare au niveau des longueurs. Ouais, effectivement, c'est pas la même longueur non plus. Donc, très probablement, il va falloir changer la colonne de direction. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc j'ai prévu le coup, en voici une autre. Donc normalement celle-là devrait coller. Je vais quand même regarder à deux fois pour savoir si vraiment les deux colonnes sont différentes. Alors on va démonter la colonne de direction. Il y a pas mal de vis un peu partout, mais on devrait y arriver avec un peu de patience. Alors pour enlever le Neyman, vous avez une vis Torx ici. Si vous l'enlevez, cependant, ça ne permet pas de l'enlever complètement, puisque vous avez deux ergots ici que vous ne pouvez pas pousser. Alors les deux ergots, en fait, entrent dans les deux trous ici. Et si vous n'avez pas la clé, alors c'est-à-dire qu'il faut même pousser la clé à fond. Et lorsque vous la poussez à fond, vous pouvez, avec un tournevis, appuyer sur ces deux ergots et donc sortir le Neyman directement. Si vous n'avez pas la clé, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je ne l'ai pas sur l'autre colonne de direction, donc j'ai été obligé de forcer un petit peu. Alors on voit mieux sur la colonne démontée. Donc la petite vis, faut pas la perdre, qui va ici, et de l'autre côté, on a les deux ergots. On peut commencer à les pousser, mais ça suffit pas pour enlever le Neyman. Donc là, je pense que je vais y aller au marteau, en essayant de ne pas casser, bien sûr, la partie supérieure. Voilà, je vais taper dessus avec un burin et un marteau. Et là, ça commence à venir. Voilà. Voilà, il y a encore les ergots qui bloquent un peu. On va faire levier, ça devrait aller. Donc ça y est, il est sorti. On va pouvoir l'enlever complètement. Donc là, le câble a été sectionné. Donc il va falloir que je remette l'autre. Il passe en dessous ici. Et voilà. Alors moi je vais récupérer le câble d'origine.
donc le cap du Neyman. Il suffit de déboîter ici. Voilà. Il y a une partie qui va directement au Neyman. Et on va pouvoir donc réutiliser le même câble. Donc la colonne de direction elle-même, elle tient avec 4 vis. Alors les deux du fond sont un petit peu plus difficiles à enlever. Et voilà, ça se fait très bien, même sans déposer le tableau de bord. Alors j'ai donc démonté la colonne. Donc celle de gauche, c'est la colonne d'origine. Celle de droite, c'est celle que j'ai eue à la casse. Donc grosso modo, c'est à peu près la même chose. On voit juste que sur celle-ci, il y a un cache en plastique noir qu'il n'y a pas ici. Mais je pense que la voiture a été bricolée. Donc il est possible que l'ancien propriétaire a retiré ce cache. Alors on va regarder un petit peu au niveau des longueurs. Et on s'aperçoit en effet que la colonne de direction d'origine était plus longue. Pas grand chose, mais il y a quand même quelques centimètres. Donc eh bien voilà, j'ai bien fait d'envisager de la changer. Voilà, j'ai donc remis les éléments, les commodos, j'ai rhabillé tout ça et maintenant on va remettre la colonne en place, sachant qu'il y a un détrompeur pour remettre le volant, donc on n'a pas forcément besoin de s'occuper de la position centrée ou non de l'axe. Alors en fait je m'aperçois que le véhicule a été un petit peu bricolé auparavant, puisqu'il y a une plaque plastique ici qui a été cassée et à mon avis qui devait continuer sur tout le long, et je ne suis pas sûr que si cette plaque était intacte on aurait pu enlever la colonne de direction. Bon, en tout cas on va pouvoir la remettre de cette manière, de la même manière qu'on l'a enlevée, en l'insérant directement. Donc on remet les connecteurs. Donc il y a un détrompeur, hein. Il n'y a pas de souci majeur à ce niveau. Le noir derrière et le gris devant. Et après on va le reclipser sur la partie plastique. Et voilà. Donc on n'oublie pas de remettre tous les connecteurs. Voilà. Le reste c'est branché, contacteur tournant, les deux commodos. Et puis on va remettre la bague décodeuse. Alors cette bague décodeuse elle est juste clipsée, donc c'est facile à mettre. Par contre si vous êtes amené à la changer, il vous faudra faire une reprogrammation avec la valise, parce qu'en fait la bague est liée donc au codage des clés. Alors j'ai mis le repère en haut pour mettre le volant bien droit. Bon après si le repère est tourné, de toute façon c'est pas grave, vu que le volant on ne peut le remettre que dans un sens. La chose à laquelle il faut prêter attention, c'est cet élément. En fait c'est la connexion, le fil de l'airbag. Et vous voyez ça tourne, on peut faire plusieurs tours. Alors à l'intérieur il y a une spire, et si vous faites un peu trop de tours, vous allez mettre en tension le fil et ça risque de casser. Donc là je ne sais pas si je suis comme à l'origine, mais en tout cas vous voyez d'ailleurs ici d'origine il y a un autocollant qui permet de maintenir bien en place ce contacteur là, et donc bien sûr il a été cassé dès lors qu'on tourne le volant. Donc il faut faire attention. Là j'ai peut-être un ou deux tours de plus ou de moins, en tout cas j'ai veillé à ne pas le tourner trop, pour que voilà, il n'y ait pas trop de tension à l'intérieur au niveau du fil, au niveau des spires. Alors j'aurais dû le faire avant, mais vous voyez le joint orange là, il doit s'insérer à l'intérieur ici. Là, il avait été un peu déplacé. Il doit rentrer à l'intérieur du soufflet en caoutchouc. Donc j'ai réussi à remettre la bille à l'intérieur du soufflet en appuyant avec voilà, une clé à molette. Et maintenant il va falloir remettre un collier donc en plastique juste autour pour
pour maintenir l'ensemble. Voilà, puisque celui d'origine, je l'ai coupé. Voilà, on a remis le volant, on s'assure que tout est en place. On remet les contacteurs du klaxon. Le contacteur ici, connecteur pardon, il va ici dans le logement en plastique. On a refait sortir le fil de l'airbag. On va pouvoir le remettre maintenant. Voilà, une fois qu'on a branché l'airbag, on peut le remettre. Alors il tient avec deux vis qui se situent ici, deux vis Torx. Voilà, ça c'est simple. Voilà donc la colonne de direction remontée. Alors une fois que tout ça c'est en place, vous devriez avoir le cardan qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire l'ouverture vers la droite, légèrement vers le bas. Alors quand on est face au berceau, l'arbre de crémaillère, je ne sais pas si on voit bien ici, vous avez un méplat, donc il est bien situé à droite, donc ce qui coïncide bien avec le cardan, puisque ça permet le passage de la vis de blocage. Et je n'ai pas serré encore la crémaillère avec les vis de blocage ici, parce que on peut jouer un petit peu sur l'angle par rapport au cardan, donc ça va permettre de la placer le mieux possible, justement par rapport à la colonne de direction. Alors je ne vais pas détailler toutes les étapes puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, notamment celle où je rénove mon moteur de 500 000 km. Donc juste rapidement, là je suis en train de changer les joints de queue de soupape. J'ai nettoyé les gorges des pistons. On va pouvoir remettre des segments neufs. Voilà, ils sont ici. Et puis je vais insister sur des petites erreurs que j'ai commises justement lors de cette vidéo précédente. Alors c'est pas des grosses erreurs, mais voilà, je tenais quand même à le signaler. Je vais vous parler de certaines choses pour lesquelles j'ai eu vos commentaires. Alors notamment le tierçage. Le tierçage en fait c'est décaler, avant de remonter les pistons, décaler les ouvertures des segments afin qu'ils ne soient pas alignés, puisque s'ils sont alignés évidemment on a plus de risques de fuite. Donc dans la RTA il est noté qu'on les décale, donc on va décaler le second, enfin le segment du milieu de 90 degrés et celui du bas également de 90. Alors quelqu'un m'a dit qu'il ne fallait pas le faire à 90 degrés mais 120 degrés et qu'il ne fallait pas mettre une ouverture en face de l'axe d'un piston. Alors je vous dirais que je n'en ai aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque vous démontez les pistons, les ouvertures des segments sont dans tous les sens. C'est-à-dire que même si vous faites un tierçage, votre segment, puisqu'il n'est pas bloqué, il va tourner. Donc en fait, au bout d'un moment, le réglage que vous avez fait, eh bien ça ne va plus correspondre, ça va bouger. D'autre part, au niveau des coussinets, dans ma précédente vidéo, vous me voyez les huiler avant de les poser. Alors il ne faut pas le faire puisqu'apparemment ça peut poser des soucis de décalage du coussinet. Ceci dit, vous voyez par exemple ici, j'ai démonté les pistons, les bielles. Je n'ai pas touché au coussinet. Si je l'enlève, eh bien on va s'apercevoir que il y a plein d'huile entre deux. Donc en fait, même si vous les montez à sec, il faut savoir que l'huile va s'infiltrer partout et notamment passer sous le coussinet. Je suis en train de remettre les pistons dans les cylindres. Alors la dernière fois j'avais un petit peu galéré avec cet outil et maintenant j'ai pigé le truc en fait. Comme le diamètre est légèrement trop petit et le diamètre du dessus est trop grand, il faut refermer avec la pince mais sans trop serrer, puisque si je serre beaucoup, si je serre fort, ça bloque le piston et bien sûr une fois qu'il est bloqué on ne peut plus l'enfoncer. Donc en fait il faut alors appuyer ni trop peu et tapoter légèrement avec le maillet en caoutchouc et ça rentre tout seul.
Une autre erreur que j'avais commise dans ma vidéo, c'est de mettre du joint silicone sous le chapeau de vilebrequin. Alors si on démonte celui d'origine, on voit clairement qu'il n'y a pas de joint en dessous. Par contre, il y a un cordon de joint au niveau des angles, ici et là. Je commence à remonter le moteur. Voilà, j'ai remis la culasse. Je rhabille tout ça. Et puis, je vais remplacer en fait la poulie, puisque celle d'origine, la voilà, qui ne servait strictement à rien, bien sûr. Et on va mettre à la place la pompe de direction assistée. Alors, a priori, c'est le même support, donc il n'y a pas besoin de le changer. Pour la remise en place, c'est assez simple. Une vis ici, qui est assez longue, et deux autres, une ici, une là, et on peut les serrer à travers les trous de la poulie. Je viens de remettre l'embrayage, donc il y a 6 vis, c'est du T30, Torx 30, avec le centreur maison. Voilà, donc c'est serré, je peux l'enlever. Comme ça, je suis sûr que tout est bien centré de ce côté-là. Comme d'habitude, je bloque avec la griffe. Donc ça permet vraiment d'immobiliser le volant moteur très facilement. Donc c'est vraiment un accessoire qui vaut pas très cher et qui est super utile. Si jamais comme moi vous remontez tout le bloc turbo, je vous conseille quand même de le désolidariser d'ici, d'échappement. Comme ça, ça vous permet de bouger un minimum et de pouvoir passer les clés pour visser. Donc les écrous ici, alors c'est du 10 et elles sont pas toujours faciles à avoir. Par exemple ici il y a le tuyau qui gêne un peu, mais on y arrive quand même en bougeant justement le turbo. Alors j'avais du mal à rentrer, il y a un joint torique ici, le tuyau de retour d'huile. Du coup j'ai été obligé de forcer et de bien graisser et de le dévisser ici. On va le remettre convenablement. Sinon, voilà, on gagne quand même notre temps à ne pas démonter tout l'ensemble. Alors, je n'ai plus de joint autour du tuyau d'huile ici, qui se place en fait au niveau de la culasse, ici. Normalement, il y a un joint torique vert, donc un joint en caoutchouc fluor. Alors, heureusement, j'ai de quoi faire et je pense avoir trouvé le bon. Donc on va remplacer ça. Et évidemment il est plus facile de le détacher du haut aussi, afin de pouvoir le visser correctement à l'intérieur du trou, parce qu'il faut vraiment être complètement aligné. Parfois c'est assez galère à faire lorsque l'autre bout du tuyau est toujours attaché au turbo. Donc il faut vraiment être dans l'axe, sinon on peut tourner et ça accroche pas. Voilà le joint en place. On va pouvoir le visser. Je m'aperçois que les injecteurs ne sont pas tous les mêmes. On a EJBR 02101Z et on a aussi EJBR 01701Z. Bon, après vérification, ces numéros sont des équivalences, donc a priori pas de problème ici. Vous voyez aussi que la bague couleur n'est pas la même. Je recale la distribution, donc on est pigé au niveau de l'arbre à cam. On est pigé au niveau du vilebrequin. La pige est vissée. Voilà, et je garde quand même la griffe bloc volant moteur. Ça permet en plus d'avoir une sécurité. Pour resserrer le tout, je rappelle quand même que lorsqu'on visse la vis de vilebrequin, ici, on doit laisser les piges en place. Voilà, alors certains disent c'est risqué, etc. Je n'ai jamais tordu une seule pige en serrant donc la vis de vilebrequin. Par contre, je préfère maintenant, puisque avant je le faisais pas, maintenant je préfère quand même mettre la griffe, histoire de tout bloquer et d'être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà. Donc le moteur commence à prendre forme. On va bientôt pouvoir le remonter. Je rappelle vite fait que, alors même si vous n'avez pas de clavette sur le pignon, ce qui est le cas ici, il n'y a pas de clavette, en fait l'encoche doit être alignée avec les lignes du carter là.
donc vers le haut. Donc là on est bien aligné, donc on est bien pigé. Et puis bien sûr, il faut se mettre sur les repères. Alors là on ne le voit pas beaucoup, mais il y a un repère gravé ici. Donc le repère là, en face la vis de pompe haute pression. Et puis ici, bon bah une fois qu'on est pigé à cet endroit là, bien sûr l'encoche est en haut et on a des lignes blanches sur la courroie pour ne pas se tromper. Donc voilà, là on sait que on est parfaitement calé. Une fois que tout est en place, donc on va tendre la courroie. Alors c'est assez simple, une clé de 13. Voilà, on actionne le galet de cette manière. Et le but, c'est d'avoir la flèche ici qui bouge au niveau de l'encoche ici. On va visser la vis de 13 ici pour bloquer le tout. C'est serré, donc le couple c'est 2,7 décanewton-mètre. Donc l'aiguille est bien en face de l'encoche, tout va bien. Maintenant on va serrer la poulie de vilebrequin. Alors suivant les modèles, vous avez deux vis. Vous avez soit du M12 ou soit du M14. Donc sur le modèle que j'ai, c'est du M14. C'est important parce que vous n'avez pas le même couple de serrage, bien sûr. Donc si vous regardez par exemple ici, poulie de vilebrequin M12, il va falloir serrer première phase à 6, après un serrage angulaire 100 degrés à plus ou moins 10 degrés. Si vous avez une vis de M14, donc c'est le cas ici, on va serrer à 12 et après un serrage angulaire à 95 degrés à plus ou moins 15 degrés. Ensuite on s'occupe de la courroie accessoire. Alors il se peut que vous ayez parfois des poulies avec plus de gorge que la courroie. Bon c'est normal. Vous voyez là il y a une gorge de libre et sur l'alternateur pareil. Donc on laisse toujours la gorge libre sur le côté intérieur. Donc on met la courroie au bord. Et vous voyez par exemple la poulie de vilebrequin, et bien là par contre on est pile poil. Alors si vous avez la climatisation, vous avez un galet tendeur automatique avec un ressort. Donc là c'est simple parce qu'il n'y a pas de réglage à faire. Sans la climatisation, vous avez un galet de ce type. Donc son rôle bien sûr ça va être de tendre la courroie. Alors normalement il faut un outil Renault qu'on attache au crochet là jusqu'à l'encoche ici. Bon moi je ne l'ai pas. Alors ce que je fais souvent c'est insérer un tournevis ici et je pousse à gauche, voilà, pour vraiment tendre au maximum la courroie. Et après je serre les deux vis ici et là. Alors malheureusement je n'ai pas d'outillage pour contrôler si la courroie est tendue correctement. Donc voilà, elle peut être un peu trop tendue ou un peu détendue. Bon généralement si elle est détendue on l'entend assez vite. Donc c'est-à-dire qu'il faut refaire un réglage, la tendre encore un petit peu plus. Bon pour ma part je pense que c'est pas mal là, je vais laisser comme ça. J'ai remis la boîte de vitesse en place. Alors ce que je fais généralement c'est que je pose le moteur au sol. Je surélève ce côté-là avec une cale. Voilà, histoire que le moteur soit un petit peu en biais comme ça, un peu plus haut. Ça facilite la remise en place de la boîte de vitesse, notamment de l'arbre. Et donc je fais ça à la main, puisque la boîte de vitesse n'est pas très lourde, surtout si elle est vidangée, en faisant attention que la fourchette soit toujours en place. Ça c'est très important, parce que si jamais elle saute de l'axe, eh bien vous êtes bon pour redémonter tout le moteur. Donc très important. Et puis je me suis laissé un petit peu entraîner par mon élan, donc j'avais refixé le pot catalytique. En fait il faut le dévisser, sinon ça gêne pour emboîter la boîte de vitesse, sachant que vous voyez ici vous avez une fixation. Alors j'ai pas encore remis la vis, mais si le pot est fixé, eh bien ça bute ici, donc il faut quand même un petit jeu pour pouvoir passer la boîte de vitesse. Voilà. Au niveau des fixations, alors ça dépend du modèle que vous avez. Ici c'est une JB 1512. Alors je connaissais pas cette boîte de vitesse là. Vous avez un goujon ici. Ici eh bien il y a une vis avec une rondelle assez épaisse. Ici une vis avec une rondelle fine.
il y a un goujon derrière. Voilà, ici, j'ai déjà remis l'écrou. Et vous avez, alors on va en profiter d'ailleurs, puisque le pot est desserré, ça va aussi être plus facile pour remonter le démarreur qui va ici, entre deux. Et il y a aussi, alors deux vis, je ne sais pas si on va bien voir, deux vis ici, voilà, de fixation, deux boîtes de vitesse. Le démarreur en place, bon, c'est assez simple, il ne tient que avec deux vis. Donc c'est plus facile à installer là encore quand le moteur est déposé. Le client est prêt, on va opérer. Donc je vais faire comme d'habitude avec ma technique de la planche à roulettes. Donc je vais pouvoir lever la voiture avec la grue et placer le moteur par-dessous. Et après, on va finir par remettre le berceau. Je suis en train de lever l'avant de la voiture pour faire passer le moteur en dessous. Là, on devrait plus être très loin. Voilà, ça passe tout juste. Le moteur est en place. Alors j'ai mis la grue en biais pour éviter que les pieds ne gênent. En principe, ça passe bien. On n'est pas très loin, mais ça passe. Donc j'ai remis la voiture sur chandelle. Il faut que je la baisse encore un peu. Et ensuite, on va lever le moteur avec la grue. Alors on est un petit peu en bout de course par rapport à la grue. On est un petit peu en biais et je ne peux pas avancer plus parce que l'écartement des pieds n'est pas assez grand. Mais bon, c'est pas grave, on va lever comme ça. On va lever un peu le moteur, ensuite on va enlever la planche à roulettes. Ça va permettre d'avancer un petit peu plus. Voilà, le moteur est levé, on va pouvoir enlever la planche à roulettes. Maintenant que la planche est retirée, je vais pousser un petit peu pour ramener tout ça dans l'axe. Voilà, encore un petit peu et on n'est pas trop mal. On y va tranquillement, on lève doucement le moteur en veillant à ce que la sortie du pot ne gêne pas, ce qui est souvent le cas. Sinon, il faut la démonter. Alors généralement, moi je le fais pas, mais si vraiment ça gêne, il faudra. Et puis, on va remonter les supports. Donc avec le silent block à l'intérieur. Ça va permettre de fixer le moteur ici et de le fixer aussi au deuxième silent block là. Et puis après, eh bien, ce sera une affaire de tuyaux et de câbles électriques. Ça y est, c'est en place. J'ai serré l'écrou central. Pas encore les deux vis latérales, puisque j'attends un petit peu d'avoir fixé l'autre côté que le moteur se place. Donc on va maintenant s'intéresser au silent block ici. On va remonter le support. Et pendant que le moteur, on peut quand même le bouger, c'est une bonne idée de remboîter la sortie d'échappement dans les goujons. Alors en regardant de plus près l'état électrique, on s'aperçoit que c'est vraiment la catastrophe. Je crois que je vais être obligé de changer tout le faisceau. Tous les fils sont complètement bouffés, certainement par la chaleur. Alors, voilà. Autant dire que ce véhicule n'avait aucune chance de bien fonctionner.
Bon, au final, je vais réparer tous les fils avec de la gaine thermo. Et alors bien sûr, ça arrive surtout parce que les fils n'étaient pas protégés. Généralement, il y a soit du scotch noir ou alors de la gaine comme ça qui les protège. Si les fils sont à nu, enfin à nu, en tout cas ne sont pas protégés, et bien avec la chaleur du moteur, l'isolant évidemment ne supporte pas et se délite complètement. On profite qu'il n'y ait pas de berceau pour remettre en place tous les fils difficiles d'accès sinon, et notamment le démarreur qui se situe ici. Et vous voyez juste dans le trou là, eh bien il faut visser deux écrous, un écrou de 13 et un écrou de 8. Alors l'idéal en fait c'est de disposer d'une grande rallonge comme ça, et vous pouvez passer par là, comme ça, voilà, grosso modo, je vous montre un peu la manip, d'une main c'est pas simple, et vous pouvez visser là, donc comme ça on s'embête beaucoup moins, et pareil pour l'écrou de 8 avec une grande rallonge. Bon, ça fait 1 heure que je cherche une panne potentielle puisque la voiture ne démarre pas. Lorsque je branche la clip, on me dit que le calculateur d'injection n'est pas alimenté, en tout cas n'est pas reconnu. Donc j'ai cherché toutes les causes possibles et imaginables, notamment j'ai redémonté la colonne de direction pour voir si les connexions électriques étaient OK. J'ai cherché à voir s'il y avait du plus après contact qui arrivait au calculateur. Malheureusement, je n'ai pas l'identification des broches sur le calculateur, donc j'ai pas pu vérifier ça. Je me suis posé la question si c'était pas un problème de calculateur tout simplement. J'ai fini par trouver le problème. En fait, c'était tout simple, et c'est vraiment quelque chose à laquelle on pense pas forcément, mais il fallait juste réappuyer sur le bouton. Je suis plutôt content que ce soit juste ce problème là, puisque j'étais parti vraiment dans la problématique des connecteurs et des câbles. Donc on va essayer maintenant de démarrer le véhicule. J'ai réamorcé en gasoil la pompe à l'aide de la poire. Donc là ça a fonctionné directement. Parfois c'est pas le cas. Alors on va essayer de démarrer. Ah ben. Oula. Bon, rien de grave. On va peut-être retendre un petit peu la courroie. En tout cas, le véhicule, voilà, ça a l'air d'aller là. Le véhicule a l'air de bien tourner en tout cas. Ça fait plaisir. On va regarder ce que ça donne à la sortie échappement pour voir si ça fume moins. C'est pas mal du tout. Je vais aller l'essayer sur route. Il faudra penser un peu plus tard à refaire les niveaux, notamment liquide de refroidissement et liquide de direction assistée, puisque le liquide risque de baisser. D'ailleurs, pour purger le circuit au niveau de la direction assistée, il faut faire tourner le volant de gauche à droite et de droite à gauche avec le réservoir ouvert, et au bout d'un moment, le circuit va se purger tout seul.